Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque à Caen, euh, très belle commune, mais située très loin de ma circonscription, dans les Alpes-Maritimes, qui a été touchée par une forte tempête, la tempête Alex, ce qui m'oblige à être très présent en circonscription en ce moment. Vous m'avez demandé d'intervenir sur le thème de la politique et de la condition animale, ce que je vais faire en quelques minutes, sachant que le sujet est particulièrement vaste, vous le savez. Premier point d'abord, pour commencer, on a affaire à une opinion publique qui est de plus en plus sensible à la question de la condition animale. Les sondages répétitifs indiquent que les citoyens et les citoyennes veulent voir dans leur pays, en France, des améliorations majeures portées sur la question des animaux quels qu'ils soient. Les chiffres sont tout à fait significatifs. La part de cette population française sensible à la question est croissante. Les associations de protection animale elles-mêmes le disent. Jamais le sujet n'a été aussi présent à l'agenda médiatique. Jamais n'ont été autant sollicités. Probablement que cette sensibilité à la condition animale auprès de la population a été accélérée par l'action d'un certain nombre d'associations de protection animale, parfois très militantes, et je pense en particulier aux vidéos d'Aide 214 qui ont probablement depuis quelques années accéléré cette prise de conscience de certains problèmes qui pouvaient se poser dans nos abattoirs, dans le transport, dans un certain nombre d'élevages en France, et donc une action centrée sur la question de l'élevage, sachant que le sujet dépasse largement dans l'opinion publique cette question seule de l'élevage pour aller également sur des questions qui concernent l'expérimentation animale, la faune sauvage captive ou d'autres types d'animaux. Et bien évidemment, les politiques et la politique doivent tenir compte de cette particularité, de cette attente de la population. Car on peut supposer que même si ce sont les minorités, parfois les plus agissantes, qui prennent le plus de place, en particulier dans les médias et dans les réseaux sociaux, il reste que, sur ces sondages, faits à répétition, et qui sont faits selon des conditions statistiques parfaitement fiables, il reste que la condition animale prend aujourd'hui une place majeure dans la société. Et en face de cela, évidemment, les politiques doivent se saisir, doivent écouter ce qui se passe dans l'opinion et doivent se saisir de ces sujets. Le font-ils suffisamment? Certainement pas. Certainement pas, et je vais l'indiquer ensuite en vous donnant quelques exemples extrêmement concrets. Alors, certainement pas, ça ne veut pas dire pas du tout. Les politiques se rendent compte doucement, lentement, pour un certain nombre d'entre eux, que ce sujet est un vrai sujet, et quand ils le prennent en compte, ils le prennent en compte parfois de façon insuffisante. Il y a eu de grandes étapes indiquant que la prise en compte politique du sujet de la condition animale en France, de grandes étapes législatives ou réglementaires. Ça commence, comme chacun sait, en 1850 à peu près, quand la loi Gramont interdit à chacun qui possède un cheval de le maltraiter publiquement. Et puis ensuite, différentes lois viendront, ou règlements viendront parsemer la vie législative et réglementaire française. Et on peut citer en grandes étapes celle de 76, où dans le code rural est inscrit que l'animal est un être sensible, un être vivant doué de sensibilité. On connaît également très bien en 2015 l'amendement dit Glavany qui reproduit ce qui avait été écrit 40 ans plus tôt pratiquement dans le code rural, dans le code civil. L'animal est un être vivant doué de sensibilité. Sous réserve des droits qui les protègent, l'animal est soumis au régime des biens. On verra derrière la réalité que cela comporte et l'insuffisance de cette avancée, même si elle est indéniable. En bref, la France, elle est probablement et même certainement en retard par rapport à plein d'autres pays européens sur cette question. Et on doit prendre l'exemple, le bon exemple, qui est un exemple proche, qui est l'exemple wallon ou vallon. Mais je crois qu'on dit wallon, de nos voisins belges, qui indiquent ainsi et qui créent, sous l'impulsion d'un ministre en charge notamment des questions de bien-être animal, un code wallon du bien-être animal qui est appliqué, avec plus ou moins de succès d'ailleurs,
dans ce pays voisin. Il faut parler également de l'exemple de la Suisse, qui, sur un certain nombre de sujets, est très en avance sur la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, d'un certain nombre de pays nordiques, qui, sur ces questions de bien-être animal, de conditions animales au sens large, préfèrent ce terme de conditions animales, eh bien, considèrent qu'il y a là un vrai sujet et que c'est une preuve d'humanité que de faire attention à ceux qui sont plus fragiles, en particulier ces animaux. Une des raisons du retard de la France en matière politique sur ces sujets de conditions animales est sans doute liée à la multiplicité des ministères qui sont en charge de la gestion du sujet. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer une des raisons, à mon avis, principales pour laquelle le sujet avance si lentement. L'animal de compagnie est un animal particulier détenu par plus d'un foyer sur deux en France. On parle du chien et du chat, et maintenant des nouveaux animaux de compagnie. Ils sont plus de 60 millions en France, quand on compte tous les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les chiens et les chats. L'animal de compagnie est sous la responsabilité du ministre de l'Agriculture, ainsi que le sont tous les animaux de production, les animaux d'élevage. Bien, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des animaux sauvages? Eh bien, les animaux sauvages, qu'ils soient en captivité ou qu'ils soient en liberté, sont sous la responsabilité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça veut dire que les questions liées à la biodiversité, liées au loup, à l'ours, à la chasse, aux dauphins ou aux orques détenus en captivité, aux animaux détenus par les cirques, aux animaux sauvages qui sont détenus pour produire de la fourrure, je pense aux visons. Tous ces animaux sont sous la responsabilité donc d'un deuxième ministre, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Troisième catégorie d'animaux, je parle des animaux d'expérimentation. Eh bien, ceux-là, ces animaux d'expérimentation, quels qu'ils soient, du petit rongeur au primate, eh bien, sont sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Troisième ministre en charge des animaux. Et puis, si on s'intéresse à la question des animaux de production, évidemment, les veaux, les vaches, les cochons et les poulets, eh bien là, ils sont sous la responsabilité, évidemment, de nouveau, comme les animaux de compagnie, du ministre de l'Agriculture. Et puis, quand on s'intéresse ensuite à d'autres sujets qui sont des sujets plus transversaux et qui impliquent la condition des animaux, la condition de vie des animaux, quand on va parler d'éducation, de sensibilisation, ça sera évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Et puis quand on parle, par exemple, de la question des chiens dits dangereux, eh bien, ce sera sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et puis, si on parle évidemment de la question des sanctions pénales qui doivent être mises en œuvre quand il y a des actes de cruauté, de maltraitance ou simplement de négligence vis-à-vis des animaux, eh bien, ces sujets-là sont traités par le ministre de la Justice. Autant vous dire qu'entre tous ces ministères, et de façon assez évidente, eh bien, on se renvoie parfois un petit peu la balle, et puis on traite les sujets de façon très parcellaire, très ponctuelle. Bref, il n'y a pas de véritable politique de la condition animale dans notre pays, parce que ce sont de nombreux politiques qui s'en saisissent. Et d'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il y a eu la création très rapidement, parce que précisément cet éparpillement faisait que personne ne se saisissait vraiment du sujet et qu'il était un petit peu délaissé. C'est probablement une des raisons pour lesquelles, en réponse aux attentes de l'opinion publique, a été créé un parti monothématique, le parti animaliste, qui a pour vocation de ne traiter, par définition, que la question des animaux. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que dans la vie politique, en lien avec cette question de la condition animale, ce parti monothématique, ce parti animaliste, a fait un score tout à fait remarquable aux élections européennes de 2019, marquant probablement un pas majeur, une marche majeure dans la prise en compte de la condition animale par le monde politique en France, qui tout d'un coup s'est rendu compte que, une affiche avec un chien ou un chat rapportait parfois plus de voix qu'une affiche avec un visage d'être humain. Et ma position sur cette question-là, c'est de dire que on peut aborder le sujet de façon sincère et ancienne, comme je le fais moi ou d'autres députés, considérant que c'est un vrai sujet de société et que les animaux méritent tout notre respect. Si certains politiques considèrent que ça peut leur rapporter des voix et s'intéressent à ces sujets uniquement pour cette raison, eh bien je dis à la limite pourquoi pas, pourvu que le sujet avance. En termes de perspective maintenant,
Maintenant qu'on a parlé d'un petit peu de ces grandes étapes, et cette dernière étape qui est ce score très important du Parti animaliste aux élections européennes, qui est tout à fait significatif, et qui d'ailleurs ensuite est repris et se reproduit dans des élections beaucoup plus locales, comme les élections municipales, où on voit fleurir de plus en plus de responsables de la condition animale dans les municipalités, ce qui est une bonne chose, eh bien on voit que la prise en compte politique, le fait que la condition animale devienne un objet politique, devient maintenant une réalité, quelque chose de très concret, de beaucoup plus concret. Ce sujet, il est irréversiblement devenu un objet politique. Et dernière étape en date qui a mis au plus haut de l'agenda médiatique et politique la question de la condition animale, c'est le fameux RIP, le référendum d'initiative partagée, développé par un certain nombre de personnes en France, chefs d'entreprise, journalistes, et qui, là, de façon absolument, me semble-t-il, irréversible et irrémédiable, a fait que de vrais débats entre députés à l'Assemblée nationale, probablement également entre sénateurs et entre députés et sénateurs, ont vu le jour, se demandant s'il fallait le signer ou ne pas le signer. Pour ma part, je l'ai signé parce que je pense qu'il a au moins un mérite, même si dans le détail, les mesures ne sont pas toutes parfaitement adaptées ou suffisamment précises. Il a un mérite qui est de précisément mettre très haut dans l'esprit des parlementaires qui vont légiférer ensuite, eh bien, cette question de la condition animale. Simplement, ce que j'observe, c'est que pour pouvoir voir le jour, ce RIP, il doit passer une première étape. Cette première étape, c'est le fait que 20% des parlementaires français doivent le signer et valider son principe. 20% des parlementaires français, c'est 185 parlementaires, députés ou sénateurs. Or, il semble que la barre des 140, 141, 142 parlementaires n'arrive pas à être franchie. Et je pense, malheureusement, que l'étape suivante, qui aurait été la collecte de 4,7 millions de signatures de Françaises et de Français, ne verra même pas le jour. Je pense que ce référendum d'initiative partagée est aujourd'hui bloqué par des parlementaires qui ne veulent pas aller plus loin. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller plus loin? Je pense qu'il faut aussi en parler. Ils ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils ont un certain nombre de réticences sur des sujets qui sont des sujets qui touchent en particulier à deux aspects contenus dans le RIP. Le premier aspect qui concerne la chasse, ou plus exactement, non pas la chasse, mais les chasses traditionnelles, ce qui est différent, et même dans mon esprit très différent. Et deuxième aspect, qui les bloque, je pense, et j'en suis sûr, qui concerne les aspects de l'agriculture. Dans les deux cas, aussi bien du côté des chasseurs que du côté des agriculteurs, il y a là, chacun le sait, et c'est une pratique tout à fait normale avec laquelle il ne faut pas, devant laquelle il ne faut pas s'effrayer. Il y a en face de ces deux sujets des lobbies extrêmement puissants qui développent des argumentaires extrêmement précis, parfois très bien faits, et qui suffisent à convaincre un certain nombre de députés et de sénateurs. Au fond, ces sujets de la chasse et de l'agriculture sont des sujets qui ont toujours été et qui sont aujourd'hui encore particulièrement clivants, qui génèrent des fractures au sein de la société, avec des deux blocs qui s'affrontent, les pour et les anti, avec des frottements extrêmement forts, et qui font que les sujets ont du mal à avancer et qu'on a en face de nous en fait des blocs qui sont campés sur leur position et absolument pas décidés à avancer. Or, il me semble que si on veut avancer, il y a d'autres façons de le faire sur les sujets de la condition animale. Et qu'en tout état de cause, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'aime bien cette définition de la politique qui est de dire que c'est l'art de rassembler. Sur ces sujets-là, sur la chasse, sur la question de l'élevage intensif, aujourd'hui encore, on ne rassemble pas, on divise. Et donc, jamais, me semble-t-il, en tout cas, l'opinion des parlementaires n'est pas prête aujourd'hui à traiter de ces sujets de façon sereine dans les hémicycles. Pour rassembler, il me semble qu'il faut commencer à traiter des sujets qui sont des sujets non clivants, moins clivants en tout cas, et sur lesquels on peut obtenir des avancées. Et je pense en particulier à des sujets qui ont trait à l'animal de compagnie. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé une proposition de loi après avoir réalisé une mission gouvernementale de 6 mois sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. Il me semble que sur la question de l'animal de compagnie, animal particulièrement consensuel, le chien et le chat, possédés par plus d'un foyer sur deux, je le répète, sur l'abandon en particulier de ces animaux de compagnie dans
abandon sur lequel on est en France en pointe. Il faut dire qu'également qu'on est en pointe et qu'on est ceux qui possédons le plus d'animaux de compagnie en Europe. Donc il n'est pas anormal, en tout cas, voilà, il est anormal, mais il n'est pas anormal non plus que nous soyons le pays qui abandonne le plus. Sur l'abandon d'animal de compagnie, sur les actes de cruauté, de maltraitance, on doit pouvoir, sur ces sujets-là, avancer et rassembler beaucoup plus facilement les parlementaires qui vont légiférer pour, par exemple, augmenter les sanctions pénales liées aux actes de négligence ou de maltraitance pour les animaux de compagnie. Il faut donc, je pense, s'extraire absolument de toute forme de radicalité, dénoncer d'ailleurs ces radicalités, qu'elles viennent de la part d'associations, qu'elles viennent de la part de parlementaires parfois. Il faut, je pense, sortir de cela et tenter de se positionner sur une forme de ligne de crête, pas toujours facile à tenir, mais qui permet de trouver des équilibres tout en avançant. Je pense aussi que sur la question de la condition animale, la traiter sérieusement, cette question, c'est aussi à traiter de façon réglementaire et que nous ne sommes pas obligés de légiférer. C'est une grande spécialité française. Vous savez, hein, on légifère beaucoup en France, on fait des lois extrêmement riches en mots, et puis ces lois sont souvent ou parfois pas appliquées, et puis ensuite on se rend compte que il faut y déroger. C'était un peu cette spécialité française contre laquelle je me bats et pour laquelle je dis à chaque fois qu'un sujet peut être traité de façon réglementaire, si on sait bien que dans l'opinion on a une majorité avec nous, il ne faut pas hésiter. Je sais que ça peut être spécial de la part d'un parlementaire de parler ainsi, mais il ne faut pas hésiter à agir de façon réglementaire par arrêté ministériel. Ça a été le cas récemment de la part de la ministre de la Transition écologique qui a pris des arrêtés sur la faune sauvage captive détenue dans les cirques ou dans les delphinariums. Eh bien, je pense que c'est une bonne façon de faire pour éviter des débats qui peuvent parfois être absolument délétères et faire des reculs plutôt que des avancées dans les hémicycles. Je pense que le traitement réglementaire de cette question est donc une bonne méthode quand on sait que l'on a dans l'opinion une majorité qui est avec nous. Je pense que des projets de loi également venant donc du gouvernement sont extrêmement importants pour faire avancer les choses, parce que bien sûr le poids du gouvernement sur ces questions-là est beaucoup plus important que le poids d'un député. Et quand je parle du poids du député, je parle non plus du projet de loi, mais de la proposition de loi, donc une initiative parlementaire. On l'a vu récemment avec la proposition de loi d'un de nos collègues, d'un groupe minoritaire de l'Assemblée nationale, qui a été débattue alors qu'elle comportait 5 articles en l'espace de 2 heures. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas comme ça que l'on peut traiter sérieusement du sujet de la condition animale et montrer aux Françaises et aux Français, au fond, que les politiques les écoutent, parce qu'il s'agit de ça. Enfin, je pense que si l'on veut avancer sur la question de la condition animale et de la politique, il faut personnifier son traitement politique, il faut personnifier le traitement politique du sujet. On a évoqué la question d'un ministre, on a évoqué la question d'un secrétaire d'État, on a évoqué la question ou d'autres. Je pense que, sans même parler de ministère ou de secrétariat d'État, je pense que ne serait-ce qu'un délégué interministériel à ces questions, délégué interministériel évidemment, au regard du caractère éminemment interministériel de la question, est une bonne solution. Il faut que ce sujet soit porté de façon claire et précise par quelqu'un ou quelqu'une qui va s'en occuper. Ça peut être également un défenseur des droits. C'est une proposition que j'ai rédigée dans mon rapport de mission gouvernementale, qui m'a été soufflée par quelqu'un, je pense, qui mérite toute notre admiration, qui s'appelle Robert Badinter, et qui a eu cette idée de défenseur des droits, au fond de cette autorité administrative indépendante qui permettrait de faire avancer ce sujet de façon également, là aussi, transpartisane, puisque, pour le coup, c'est bien un sujet particulièrement transpartisan. Voilà, j'ai épuisé mon temps de parole. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir donné la parole, de m'avoir écouté, je ne sais pas, parce que je ne suis pas à vos côtés malheureusement, mais j'aurai grand plaisir à vous retrouver en d'autres occasions, plus calmes et plus sereines. À bientôt.